Cette lettre existe. Elle est datée du 27 juillet 1972. Dedans, un homme écrit lui-même, de sa main, à l'État qui l'a fait roi. Sa banque, qui faisait autrefois l'admiration et l'envie à l'étranger, est en train de s'effondrer. Ses crédits ne valent plus rien. Il le sait. Il l'écrit. Et il l'envoie. Cet homme s'appelle Augustin Dokolo Sanu. En 1972, c'est le banquier le plus protégé du Zaïre. Cette lettre aurait dû le détruire immédiatement. Il lui faudra 14 ans de plus et 2 ordonnances présidentielles rédigées à 23 jours d'intervalle pour que la chute arrive enfin. Et quand elle arrive, elle ne s'arrête pas à lui. Elle continue jusqu'à son fils, jusqu'à un autre pays, jusqu'à un autre chef d'État. Aujourd'hui, les archives, une lettre de liquidateur et les papiers d'une succession qui se bat encore pour sa réhabilitation permettent de reconstituer ce que Dokolo a vraiment été. Ni un simple profiteur, ni un simple martyr. Un homme fabriqué par le pouvoir et détruit par lui, à l'heure choisie par lui. Il faut d'abord comprendre le personnage que Kinshasa a connu avant le banquier. Dans les années précédentes 1960, un jeune homme originaire de la région de Mbanza-Ngungu devient, selon ses propres biographes, le premier Congolais noir propriétaire d'une flotte de taxis 15 véhicules et d'un dancing réputé de Léopoldville, le Tam Tam Club. Il y côtoie le monde artistique de l'époque, il y croise, dit-on, le musicien camerounais Manu Dibango. En 1962, il participe même à un film présenté au Festival de Cannes. L'image est celle d'un autodidacte brillant, sorti de rien, dans une colonie qui refusait justement aux Congolais noirs ce genre d'ascension. Mais une source critique congolaise raconte une autre histoire du Tam Tam Club. Ce dancing n'aurait pas été son idée. Il aurait été un projet du futur groupe de Binza, le premier cercle de pouvoir, qui portera bientôt Mobutu et Dokolo, n'en aurait été dès le départ que le relais visible. Une seule source défend cette version. Elle n'est pas confirmée. Mais elle pose déjà la question qui va traverser tout ce récit. Est-ce que Dokolo a construit sa fortune ou est-ce qu'on la lui a confiée? Le colonel Mobutu prend le pouvoir. Autour de lui se forme le groupe de Binza Ndaka, Bomboko, Kandolo et un homme clé pour cette histoire, Albert Tandele, à la tête de la Banque nationale. 4 ans plus tard, en pleine vague de nationalisation, un événement improbable se produit. Un homme sans formation bancaire obtient l'autorisation de créer la première banque à capitaux nationaux d'Afrique subsaharienne. La banque de Kinshasa, capitale de départ, 300 000 zaïres, l'équivalent de 600 000 $ de l'époque. Selon la même source critique, ce lancement n'aurait été possible que grâce à l'intervention personnelle d'Albert Ndele auprès de Mobutu. Voilà la première mini-révélation. Dans un pays qui nationalisait tout, un homme obtient une banque privée. Ce n'est pas un hasard administratif, c'est une faveur. La banque est inaugurée le 20 novembre 1969. Mais elle n'ouvre au public que 13 mois plus tard, le 4 décembre 1970. Ce délai n'est expliqué nulle part dans les archives disponibles. Négociations en coulisses? Attente d'un feu vert politique final? La question reste ouverte. Ce qui est confirmé, en revanche, c'est la vitesse de l'expansion. Une vingtaine d'agences en quelques années, un capital multiplié par presque 30. Pendant ce temps, à Kinshasa, les haut-parleurs des quartiers diffusent Franco et le TP OK Jazz, la bande sonore d'une ville qui découvre l'authenticité mobutiste et croit, un instant, à sa propre bourgeoisie noire. La zaïrianisation frappe tout le pays et la banque de Kinshasa avec. Ce qui suit est rarement raconté ainsi, la banque est nationalisée. Puis, en 1976, elle est restituée intégralement à Dokolo. L'État reconnaît tous ses droits. Pensez à ce que cela signifie. Dans le Zaïre de 1976, la loi n'était pas une protection. C'était un levier que l'on pouvait activer ou désactiver selon qui vous connaissiez au sommet. Et pendant que d'autres entrepreneurs congolais de la même génération cités dans la presse économique de l'époque disparaissaient un par un, victime de la même zaïrianisation, Dokolo, lui, continuait. Sa dette envers la Banque centrale grimpe. En 1985, elle atteint 32 millions de dollars. Les 15 sociétés de son propre groupe lui doivent, à elle, 33 millions de plus. Un système qui se rembourse lui-même, en circuit fermé, sous la protection de quelqu'un. Aucune banque normale ne survit à ça. Celle-ci le fait pendant plus d'une décennie,
Revenons à 1972. Cette lettre que Dokolo écrit de sa propre main. Ce n'est pas un aveu extorqué, c'est une confession volontaire adressée à l'État. Il y reconnaît que les lignes de crédit de sa banque ne valent plus rien à l'étranger comme à l'intérieur du pays. Pourquoi un homme aussi protégé prend-il ce risque? Parce que dans le Zaïre de Mobutu, avouer sa faute par écrit au pouvoir n'était pas un aveu judiciaire. C'était un rituel de soumission, une façon d'obtenir la clémence, avant d'être jugé par une institution qui de toute façon n'aurait jamais osé le juger. Ce document dormira 14 ans avant de ressurgir dans son propre dossier de chute. Et personne, à ce jour, n'a pu identifier qui, côté ministériel, l'a reçu en 1972 et ce qu'il en a fait. La banque de Kinshasa est placée sous gestion administrative. Le 17 février, la mesure devient effective. Puis, coup sur coup, le 3 juin, l'ordonnance présidentielle 426/164 crée la nouvelle banque de Kinshasa et lui transfère tous les biens de l'ancienne. Le 26 juin, 23 jours plus tard, une seconde ordonnance, la 426/176, vient compléter la première. Une source critique avance une accusation précise. La loi bancaire zaïroise aurait exigé une liquidation judiciaire dans un délai de 3 mois. Les deux ordonnances l'auraient contournée. Pourquoi? Pour éviter, dit cette même source, que Dokolo ne soit poursuivi pénalement pour détournement, une clémence présidentielle déguisée en procédure administrative. Aucun texte de loi, aucune archive judiciaire consultée dans cette enquête ne permet de confirmer ce mécanisme dans le détail. Mais la chronologie, elle, est incontestable. 23 jours pour effacer 16 ans de protection. Les 15 sociétés du groupe Dokolo sont cédées à l'UNTESA, le syndicat unique du parti au pouvoir, par une simple lettre du directeur de cabinet de Mobutu. Pas de procédure, pas de tribunal, une lettre. L'UNTESA cède ensuite l'immeuble Dungu, l'un des biens les plus symboliques du groupe, à une société liée à un fils du président Mobutu qui la porte à son tour dans une banque, la COBAC. La dépossession de Dokolo ne profite pas à l'État, elle profite au cercle familial présidentiel. C'est là que cette histoire cesse d'être celle d'un homme d'affaires malchanceux. Elle devient la preuve documentée d'un mécanisme. Au Zaïre de Mobutu, une fortune privée n'était jamais une propriété. C'était un prêt, révocable à tout moment, avec intérêt pour la famille au pouvoir. Dokolo ne s'en remettra jamais. Une maladie survient peu après, il meurt en exil à Paris le 12 avril 2001. Presque 20 ans plus tard, en octobre 2020, un autre homme meurt loin de chez lui à Dubaï. C'est Sindika Dokolo, le fils d'Augustin. Sindika a épousé Isabel dos Santos, fille de l'ancien président angolais. Comme son père au Zaïre, il a bâti une position considérable adossée au pouvoir d'un chef d'État, celui de son beau-père, cette fois en Angola. Comme son père, il finit rattrapé. Avoir gelé, accusation d'enrichissement illicite, documentée par la fuite de 715 000 documents connus sous le nom de Luanda Leaks. Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que Sindika Dokolo a hérité, sans le savoir, du même mécanisme qui a détruit son père, une fortune qui n'appartient jamais vraiment à celui qui la possède, tant qu'elle dépend d'un pouvoir d'État? Une chose distingue pourtant les deux hommes. Le père restera, jusqu'à sa mort, un collaborateur discret du système. Le fils, lui, s'engagera publiquement dans la restitution du patrimoine artistique africain et dans l'opposition politique à l'opposé de la posture de son père. Même mécanisme. Posture inverse. L'histoire ne se répète pas, elle se retourne. L'histoire de Dokolo, c'est l'histoire d'un homme à qui on a donné une banque pour prouver qu'un Congolais noir pouvait réussir seul. L'histoire de Dokolo, c'est l'histoire d'une lettre qu'il a lui-même écrite et qui a mis 14 ans à se retourner contre lui. Et l'histoire de Dokolo, c'est surtout l'histoire de ce que le pouvoir donne et reprend quand il n'a jamais eu l'intention de laisser quiconque, même son plus fidèle protégé, devenir réellement indépendant de lui.